On retrouve Pierre pour ce 4e épisode. Ouais, tu peux enlever ici, ouais. Ouais, super. Pour ce 4e épisode estival avec Pierre qui a... Bonjour Pierre, qui a perdu un peu sa voix, hein. Oui, bonjour Alexandre. Mais non, mais elle est encore mieux. Donc voilà, on avait fait 3 premiers épisodes qui battaient un peu en brèche, remettaient en cause tout le narratif. Y a-t-il eu hécatombe? Y a-t-il eu saturation des hôpitaux? Et puis, y a-t-il eu des malades? Et tu nous avais montré avec des chiffres, et je le répète chaque fois, des chiffres qui sont ceux fournis par les gouvernements, par les institutions européennes, internationales, vers tous les chiffres qui sont officiels et qu'on utilise et avec lesquels on ne peut pas nous traiter de complotistes. Et tu as montré qu'il n'y avait pas vraiment eu d'apocalypse par rapport aux années précédentes, de même qu'en termes de saturation hospitalière, et en fin de compte, de malades aussi, ce qui est quand même effarant quand on se rend compte de ce qu'ils nous ont dit pendant 2 ans. Et maintenant, tu vas nous parler de la question de la bureaucratie sanitaire et la façon dont, je crois aussi, ils ont... Bah, tu vas nous expliquer, au fait, tu vas nous dire. Oui, en fait, l'idée de cette série, finalement, c'est de démonter pas à pas l'ensemble de l'histoire qui a été racontée. Donc, on a commencé par la principale, c'est-à-dire qu'on a fait peur aux gens sur le fait qu'il y aura une hécatombe mondiale. Et ce que j'ai montré, ce qui vous a été présenté, c'est que si on prend tous les statistiques officielles des différents pays européens en allant chercher les données du nombre de décès et de population, on se rend compte qu'il n'y a pas la moindre hécatombe nulle part en Europe. Mais en fait, c'est le cas partout dans le monde, hein. On n'est pas capable de trouver une hécatombe quelque part. Donc on lance une panique sans hécatombe, c'est-à-dire sans un degré de dangerosité nécessaire avant de commencer à paniquer. Deuxième chose, c'est on nous a dit, bah d'accord, pas d'hécatombe, mais c'est parce que les hôpitaux sont saturés, vous comprenez. Et donc là, on a vu que que les hôpitaux soient saturés, ça arrive régulièrement, hein, puisque de toute façon, on n'arrête pas de diminuer le nombre de places dans les hôpitaux. Et donc, bon bah voilà, à chaque fois qu'il y a un hiver un peu méchant, il y a des gens dans les couloirs, des personnes âgées qui décèdent. Mais ça, c'est lié, ça a rien à voir avec des méchants virus, c'est notre organisation qui est comme ça. Et c'est pas, ça vient pas de l'extérieur. Et on choisit d'empirer les choses en diminuant le nombre de places. Et malgré tout ça, on a vu qu'il n'y a jamais eu aucune saturation hospitalière en France en 2020. Et dans le rapport officiel de l'ATIH, ce qu'on appelle l'ATI, et ben voilà, ils ont écrit un rapport et donc il y a que 2% de Covid sur la totalité des comptages. Et puis qu'en fait, au moment où il y a des vagues, les hôpitaux sont complètement vides parce qu'on a vidé les hôpitaux. Donc il n'y a pas de saturation, il y a un grand vide au sein des hôpitaux. Et donc toutes les images que vous avez eues avec des gens qui ont soi-disant été envoyés par hélicoptère ou par train, je sais pas où, bah voilà, ça il faut que ce soit payé par le budget com et pas par le budget de la santé. C'est quelque chose de différent. Voilà, donc il n'y a pas de saturation hospitalière. Il y a des désorganisations, hein, quand on fout le bordel, bah voilà, les gens paniquent, on leur dit que c'est très grave et du coup il y a de la panique. Il y a la désorganisation, oui, il y a probablement des gens qui en pâtissent, mais ça n'a rien à voir avec une saturation généralisée. C'est complètement faux. Les hôpitaux étaient vides. C'est l'année, même 2020, c'est l'année où on a moins soigné de toute l'histoire. Et ensuite, on s'est posé la question, donc il n'y a pas de mort, voilà, enfin il n'y a pas de mort, il y a des morts, mais de toute façon il y a des morts tout le temps, ça s'appelle la vie, mais il n'y a pas d'hécatombe nulle part. Ensuite, deuxième point, il n'y a pas de saturation hospitalière non plus. Au troisième point, bon bah finalement, est-ce qu'il y a des malades? Et donc c'est là qu'on a vu que les comptages de malades qui ont été comptés, finalement, on les a comparés à la grippe, et par rapport à ce qu'on compte d'habitude, on peut pas dire qu'il y a eu voilà une épidémie plus importante de manière colossale que la grippe, parce qu'en fait on a réussi à compter beaucoup moins de malades que ce qu'on compte d'habitude en grippe. Et ensuite, on s'est posé la question d'où ça venait, et puis on a regardé ce que c'était que les fameux tests RT-PCR pour se rendre compte que il y a même pas de lien entre les tests PCR qu'on fait, leur positivité et le fait d'avoir des malades. Et donc, on a changé finalement au début une épidémie, une pandémie, c'était quelque chose de grave avec des gens qui mouraient partout, identifiables. Ces critères-là ont sauté, donc il n'y a même pas besoin d'avoir de mort. C'était quelque chose de grave où il y avait des malades des malades graves, ça a sauté aussi. Il n'y en a pas besoin, il n'y a même pas besoin de saturation hospitalière. Et ensuite, il fallait pour déclarer qu'il y ait une pandémie, pouvoir identifier ces malades. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, on parle plus du tout de malades, on parle de cas avec des tests RT-PCR. Donc, la définition nouvelle de la pandémie en 2020 n'a rien à voir
avec ce qui était appelé jusqu'ici une épidémie, avec des malades facilement identifiables, voilà, avec un certain procédé, et puis qui aient des résultats visibles dans la population, à savoir des gens vraiment qui sont dans une situation de détresse forte, et puis un nombre important qui meurt. Voilà. Il n'y a pas ça du tout. Il y a des cas, c'est-à-dire qu'on fait des tests dans la population pour définir, qui donnent des chiffres, et c'est là-dessus qu'on panique, et on a montré que voilà, il y a aucun rapport entre les tests positifs et les malades. Donc, voilà, il y a quelque chose qui est mis en place, une lutte contre quelque chose qui n'a pas de rapport avec une maladie, statistiquement. Donc aujourd'hui, ce qu'on va se poser comme question, c'est mais alors comment ça se fait que tout ça est compté au sein des hôpitaux et par des médecins? Qu'est-ce qui compte et comment ça se fait qu'on a toutes ces statistiques? Parce que c'est bien ça le problème. On a montré la statistique avec les cas des fameux tests, mais il n'y a pas que ça. Vous avez plein d'hôpitaux partout dans le monde qui remontent des malades Covid, malades étiquetés Covid. Il faut quand même se poser la question de comment est-ce qu'on étiquette un malade et comment ça se fait qu'on colle des étiquettes aux malades, comment ça se fait que l'hôpital est organisé de cette manière pour avoir des gens qui rentrent et leur coller une étiquette pour ensuite sortir des statistiques. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Tout ce que je vais vous montrer, ça a été, alors même si j'en avais déjà parlé à un moment de mon côté de cette codification finalement, et que finalement pour donner de l'existence à quelque chose, il faut le définir et commencer à le compter. Hein. La statistique, c'est définir quelque chose et commencer à le compter. Donc avant, ça n'existait pas, mais à partir du moment où on commence à le compter, on dit que ça existe. Ça, c'est une des grandes puissances de la statistique, mais de tous les systèmes de comptage. Hein. On donne de l'existence à quelque chose qui n'en avait pas jusqu'ici, et cette existence-là est dans nos têtes. On est complètement dedans, là. On la crée, cette existence. C'est vraiment une création. C'est le cas pour l'économie. Hein. On peut avoir des débats philosophiques sur l'économie, sur le PIB, ça n'existe pas. Mais on compte des trucs et on le définit pour faire un comptage de ce qu'on appelle le PIB. Voilà, de la dette, on peut faire plein de trucs sur l'argent. Et à partir du moment où on commence à le définir et à le compter, on lui donne une existence. Ça n'existait pas avant. Et donc là, même si j'en ai déjà parlé, c'est quelqu'un qui s'appelle Jean-Luc Bozek, qui a fait tout un énorme travail de récupérer plein d'informations, de plein de... Vous allez voir, ce sont que des sources officielles. C'est la source administrative. Donc il a recoupé les informations administratives pour essayer de comprendre ce qu'il appelle le cadavre dans le placard. Lui, son boulot, c'était de redresser des boîtes. Donc en fait, il a l'habitude d'aller se plonger dans les bilans administratifs des entreprises en difficulté pour extraire les morceaux en faisant des recoupages et pour extraire les morceaux qui font qu'il arrive à trouver pourquoi ça déconnait, qu'est-ce qui a été caché dans les comptes. Et il a fait exactement ce travail-là, mais pour l'hôpital public, pour comprendre c'était quoi le cadavre dans le placard des fameuses statistiques Covid. Et donc c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est grâce aux résultats de tout ce qui est l'information qu'il a réussi à récupérer. On a beaucoup discuté, et donc moi je vais vous faire une présentation à partir de ce que moi j'en ai compris, la manière dont je vois les choses. Donc je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous pouvez le passer? Oui. C'est parti. Donc voilà, on va parler de la bureaucratie sanitaire, et donc ça c'est le langage de Jean-Luc. Pour lui, on est au centre d'une fraude. Donc on est sur une fraude, on est sur un dévoiement complet du système de santé qui est corrompu grâce à la codification, grâce aux statistiques, grâce aux chiffres. Et ce sont des intermédiaires. Donc on va faire ça va se passer en 5 actes. Tout d'abord, on va reparler de comment l'hôpital public a été contrôlé, comment les gouvernements ont réussi à prendre le contrôle de l'hôpital public, que ça s'est fait par l'informatisation. L'informatisation, c'est la base, c'est une des manières, un des moyens de prendre le contrôle d'une organisation. Hein. Quand on vous informatise vos processus, ça permet d'en prendre le contrôle. C'est le cas pour l'hôpital public, mais c'est le cas pour n'importe quoi, même dans les boîtes, dans les banques, etc. Et ensuite, on va voir comment le système a été entièrement dévoyé, ensuite, grâce à cette informatisation. Ensuite, on verra, pour comprendre comment ça marche, le cas particulier de la grippe, qui était jusqu'ici. Voilà, comment est-ce que c'est à partir du codage qu'on réussit à construire des statistiques de grippe pour ensuite en prendre, on va dire, mettre en place des mesures et des protocoles sur la base des statistiques qu'on vient de créer. Et ensuite, on va voir ce qui a changé en période Covid pour montrer que c'est la même chose et que ce sont des changements administratifs de déclaration de code qui font finalement la crise Covid-19 à l'hôpital. Alors tout d'abord... Tu l'expliqueras aussi sans doute par qui
qui décide de ces changements de code aussi? Est-ce que c'est des grands cabinets d'audit? Voilà, ça serait intéressant de savoir On va y ceci. venir assez vite, oui, sur qui décide de ça. Et donc, on a une prise de contrôle de l'hôpital en France, et c'est une codification, on va voir, qui est au service de la finance. Donc, qui est-ce qui a mis un point final à la prise de contrôle au service de la finance de l'hôpital? Eh bien, c'est un certain Jean Castex, qui était Premier ministre en 2007 et qui a mis en place ce qui s'appelle la tarification à l'activité. Et Jean Castex, il se trouve que c'était le Premier ministre français qui a été choisi en remplacement d'Édouard Philippe pour faire face à la crise Covid-19. C'est rigolo, comme histoire se répète. Donc, comment ça se passe? Auparavant, on avait des hôpitaux en France, mais c'est le cas dans beaucoup d'endroits, qui recevaient des sous, une somme d'argent, qui était pour soigner une certaine population d'une certaine taille, avec un certain nombre de lits, un certain nombre de médecins, et donc qui était là pour faire du soin. Et donc, l'argent qui était consacré à l'hôpital, on disait que c'était une logique de moyens. On vous donne de l'argent de façon à soigner les gens autour. La T2A a complètement changé ça. On est passé à un nouveau discours, le discours de la rentabilité, la tarification à l'activité. Et donc, il s'agissait de définir de l'argent qui allait être donné avec pour certains actes qui ont certains coûts, de façon à ce que l'hôpital devienne rentable. On parle de facturation. Et donc là, on est sur vraiment un discours financier. On a une vision financière de l'hôpital à partir de 2007. C'est pas du tout le même vocabulaire. Si je reviens un petit peu historiquement comment ça s'est passé sur le financement des hôpitaux, au début, on part de 1984 avec les hôpitaux recevaient une dotation globale de fonctionnement. Donc en fait, c'est ce que je disais, c'est une somme d'argent générale qui arrive à l'hôpital pour faire l'année et qui sert à financer les frais de l'hôpital pour un an. Et on ne s'occupe pas de ce que fait l'hôpital, ils reçoivent sa somme d'argent. Cette somme d'argent dépend de la population qui a à soigner et donc des moyens qu'on veut y mettre. C'est ça, et donc l'hôpital est libre. Et la dotation globale de fonctionnement, c'est encore ce qui sert à financer les collectivités territoriales et plein d'agences. Voilà, donc l'hôpital était comme ça, mais c'est encore le cas aujourd'hui pour beaucoup de services publics. À partir de 1991, il a commencé à se passer une première petite révolution, c'est qu'il y a eu la réforme du PMSI, donc l'informatisation de l'hôpital, qui a forcé les hôpitaux à coder informatiquement chaque séjour de chaque personne, à lui cocher des petites cases pour lui mettre des petits codes, de façon à déclarer que le patient a fait partie d'un groupe homogène de malades, ce qu'on appelle un GHM. Donc voilà, on rentre plein de petits codes en disant il a eu ça, 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 ça. Ensuite, on fait tourner un petit outil informatique et ça met une case, le patient, il faisait partie de tel groupe de GHM. Et donc, petit à petit, à partir de 1991, on informatise et la prise de contrôle, elle est là. Elle démarre à ce moment-là. À ce moment-là, on commence à forcer les hôpitaux à rentrer dans ce jeu-là en leur disant que, oui, mais c'est le progrès, c'est pour évaluer ce qu'ils font, pour savoir de quoi ils ont besoin. Bon, et la fin de la prise de contrôle, elle a lieu en 2007. Une fois que tous les hôpitaux ont été forcés et sont tous rentrés dans ce système de GHM, eh bien, en face de chaque GHM, on a mis un pendant financier, un GHS, donc un groupe homogène de séjour qui est des sous. Et ça est défini par l'assurance maladie. Et donc, c'est comme ça qu'il y a eu la prise de contrôle. D'abord, on informatise, vous mettez tout le monde dans des cases. Et ensuite, une fois que tout le monde a bien obéi, qu'il y a bien des cases pour chaque malade, on décide que chaque case de malade, chaque GHM, a son pendant financier et que c'est ça l'argent que touchera l'hôpital. Donc, c'est à partir de là, c'est 2007, la tarification à l'acte, c'est ça. L'argent que touche l'hôpital, ça n'est plus une somme globale pour faire fonctionner l'hôpital et subvenir aux besoins de la population. Non, ça dépend de chaque acte réalisé, que chaque acte rapporte plus ou moins d'argent. Et c'est comme ça que l'hôpital touche son argent. C'est en fonction des actes. Et donc, c'est une prise de contrôle totale de l'hôpital en 2 actes, informatisation puis passage à la tarification à l'acte. Et ça permet de contrôler tout le parcours de soins en changement complètement de paradigme. Et ça permet, c'est plus qu'une nouvelle façon de faire, c'est une prise de contrôle parce que celui qui définit les cases et combien il rapporte, c'est celui qui contrôle l'hôpital. Donc voilà, ce sont plus les médecins et les directeurs hospitaliers qui contrôlent l'hôpital, c'est le financier qui décide de ce que rapporte chaque truc. On va juste rentrer un tout petit peu de plus dans le détail. Donc, il faut quand même faire un certain nombre d'étapes pour réussir à mettre des bonnes cases. Parce que quand vous rentrez à l'hôpital et puis au moment où vous sortez, vous avez un résumé de sortie standardisé là.
C'est un petit mot écrit par le médecin qui écrit ce que vous avez eu. Et c'est du langage médical. Normalement, c'est à destination des autres médecins pour dire l'ensemble des symptômes que vous aviez, à quoi vous ressemblez, quelles sont toutes vos caractéristiques qui lui semblent importantes, ou en tant que personne, même votre histoire, ce qui vous est arrivé, et puis la manière dont lui il a décidé de vous traiter, pourquoi, etc. Et ça doit être transformé au bout de la chaîne en juste un code. Le malade, il avait ça, point. De façon à savoir ce qu'on va rembourser. Donc, il y a quand même une différence assez énorme entre tout un discours au début qui écrit tout à destination de médecin et à la fin un code qui est censé donner un prix. Et donc ça, c'est un certain nombre d'étapes. Donc au début, ces étapes, elles sont là. Au début, le médecin, il écrit son petit mot, là où il y a tout dedans. Et ensuite, c'est une autre personne, donc c'est pas le médecin, et ça c'est important, on appelle ça un gestionnaire d'hymne, quelqu'un qui travaille dans un service d'hymne, qui est censé traduire ce qu'a dit le médecin en plein de petits codes, pour mettre toutes les cases auxquelles il pense que le mot du médecin fait référence. Donc il transforme un discours construit en un ensemble de cases. Donc c'est déjà un résumé d'informations. Il y a pas tout, toute la complexité de ce qu'il y a est résumée en un certain nombre de petites cases. Et ensuite, une fois qu'il a choisi toutes ces petites cases, et encore une fois, c'est pas la même personne et pas pour les mêmes objectifs, parce que lui, son objectif, c'est de faire rentrer les sous à l'hôpital, c'est pas de soigner le patient. Ces ensembles de petits codes, ils passent à la moulinette dans un logiciel qui s'appelle fonction groupage, et donc qui décide, il y a un algorithme de décision qui décide à partir de tous ces codes différents d'un patient à l'autre, dans quel GHM on va balancer le patient, de façon à avoir les sous qui vont en face. Donc il y a aussi un logiciel ici de fonction groupage. Et donc, qui est-ce qui maîtrise finalement le système ? Bien, les organismes qui maîtrisent ce qu'on va pouvoir compter ensuite, donc tous les GHM qui seront définis, donc pourquoi les gens sont allés à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils ont eu, c'est ceux qui maîtrisent toute la chaîne des cases. Le médecin, lui, il décrit au mieux, mais ensuite, ce qui va permettre de faire des statistiques et de dire qu'il y a des maladies, ça vient de ceux qui détiennent la définition de toutes les cases et la définition de l'algorithme de comptage. Mais alors, qui est-ce qui définit toutes les cases ? Eh bien, c'est l'OMS. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui a une certification internationale qui s'appelle la CIM-10. Donc, c'est l'OMS qui maîtrise ce qu'on a le droit, ce qu'on peut définir comme étant une maladie. Ce sont eux qui décident. Et puis, sur les actes médicaux, c'est la HAS, la Haute Autorité de la Santé, qui a la classification commune des actes médicaux. Mais là, on va beaucoup parler surtout de la CIM-10, où c'est l'OMS qui décide. Et donc, ça fait quand même un pouvoir décisionnel hyper fort pour l'OMS qui, internationalement, détient la nomenclature de ce qu'est une maladie et quelles sont les maladies qui sont reconnues par les logiciels et qu'on va pouvoir compter. Et donc ça, c'est hyper important. C'est eux qui tiennent ça. Donc, vous avez quand même deux organismes là dont les liens avec les laboratoires pharmaceutiques et puis donc le monde de la finance, ils sont énormes, ils sont documentés. L'OMS, c'est pas un consortium d'États qui déciderait, c'est multifinancé en particulier par des organismes privés, notamment la Fondation Gates, le Gavi, qui est la même chose finalement quelque part. Et donc, c'est donc quelque chose qui est financé par de privés qui décide ce qu'on a le droit de compter comme étant une maladie. Et donc ça, c'est extrêmement important comme pouvoir. Ouais, c'est capital, ça. C'est capital. Et si tout le monde compte la même chose, c'est parce que tout le monde s'appuie là-dessus. Donc c'est l'OMS qui demande à tous les hôpitaux qui rentrent qui sont avec l'OMS de compter la même chose et ça. Donc ils ont un pouvoir colossal et mondial sur le comptage. Et c'est bien de ça qu'on parle. On parle de comptage. Et donc là, on a vu donc la prise de contrôle, l'informatisation. Et maintenant, on va parler un peu de comment le système a été dévoyé. Parce que là, on est sur le comptage, mais il faut bien comprendre à quoi il sert. Au bout, on parle de sous. On parle d'argent, on parle de la manière dont les hôpitaux peuvent récupérer de l'argent. Et ça change tout. Ça change la manière qu'ont les hôpitaux de faire du comptage, puisque au bout de la manière dont ils vont compter, ce qu'ils vont déclarer va définir les sous qui vont rentrer. Donc, il y a quand même un intérêt hyper fort pour les hôpitaux. Et donc ça a été étudié depuis très longtemps. En 2013, il y a eu un article qui est extrêmement intéressant, qui est mené par une personne qui s'appelle Pierre-André Juven,
qui s'appelle Produire de l'information hospitalière, du codage des dossiers au gouvernement de l'activité. Et donc cet article-là, il est capital puisque tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pressent, à savoir que bien finalement maîtriser l'argent, ça permet de maîtriser tout ce qui sera fait et ce qui sera déclaré, mais c'est documenté. Et voilà, c'est sur le cairn, vous lisez ça, c'est écrit noir sur blanc, et ces conclusions elles sont sans appel. On parle bien d'une manière de gouverner l'hôpital, cette façon de faire avec la tarification à l'acte. Et donc, dès l'introduction, c'est écrit là, nous observons ici comment des techniciennes de l'information médicale, les fameux DIM, ceux qui rentrent les codes, là, c'est ce dont je vous parlais, transforment les dossiers patients en dossiers médico-économiques et comment cette action technique, ceux qui font du codage, quoi, de traduction et d'accumulation participe d'un mode de gouvernement de l'hôpital. Voilà, c'est depuis la tarification à l'acte qu'on fait faire aux hôpitaux ce qu'on veut. Et c'est celui qui tient les cordons de la bourse qui décide ce que fait l'hôpital. Et ce ne sont plus les médecins. Ouais, cette façon de compter modifie radicalement le fonctionnement de l'hôpital. Bien sûr. Et in fine, le fonctionnement sociétal aussi, puisqu'on considère, on le verra avec le Covid, je suppose, tu vas nous l'expliquer, on modifie la façon dont on voit une maladie, dont on la considère même comme maladie grave ou pandémie. Exactement. C'est bien ça qu'on va voir. Je vais pas rentrer. Au CSI, j'avais tout détaillé de ce qu'il y avait dans l'article. Je vous en fais juste le résumé pour que ce soit un peu plus court, parce qu'autrement on en a pour un moment. Voilà. Donc ce qu'il y a écrit, donc je me base sur Pierre-André Juven. Lisez-le. On a donc un technicien. Donc il y a le médecin qui fait son résumé de sortie standardisé là, qui écrit tout. Et ensuite, derrière, c'est le technicien DIM qui va coder les actes et pas le médecin. Et donc ça, c'est vraiment structurant. On est dans de l'industrialisation de processus. Plus personne n'est responsable du total. On a un médecin qui fait son boulot de médecin et ensuite le DIM, lui, c'est pas son sujet, ce qu'est le patient. Son sujet, c'est de rentrer des bons codes dans les bonnes cases pour faire rembourser correctement l'hôpital. C'est pas le même but. Et c'est bien ce que je mets là. Les lettres de sortie qui sont écrites par le médecin sont à destination des médecins pour soigner le patient, alors que les codes qui sont rentrés par le technicien DIM, ça sert à rembourser l'hôpital. C'est pas du tout le même but. Et donc, nous, ce qu'on est en train de compter depuis le début, où on fait des statistiques hospitalières, ce sont des statistiques hospitalières, Covid et autres choses, qui sont rentrées par des DIM, dont le but, c'est de faire gagner de l'argent à l'hôpital. C'est pas de soigner des patients. On n'est pas en train de traiter des informations écrites par des médecins dans le but de soigner des patients, mais des informations écrites par des techniciens dans le but de gagner de l'argent. Voilà, c'est ça qu'on compte depuis le début. Toute la statistique hospitalière, repose sur des codes qui sont rentrés pour faire gagner de l'argent à l'hôpital. Et en effet, avec la tarification à l'acte, ce qui fait vivre l'hôpital, c'est pas de soigner les patients, mais c'est de gagner de l'argent. Il faut faire des activités qui permettent et déclarer des codes qui permettent à l'hôpital de gagner de l'argent. Limite, soigner un malade, on s'en fout. Le principe, c'est pas le médecin qui fait gagner de l'argent à l'hôpital, c'est celui qui écrit le code. C'est lui qui est important dans le processus. Et donc, les techniciens DIM, c'est écrit dans l'article, depuis le début de la tarification à l'acte, passent leur temps, beaucoup de temps, à influencer les médecins pour changer la manière dont ils écrivent les lettres de sortie. Donc, ce ne sont pas les médecins qui ont gain de cause en faisant changer les codes pour que ça aille dans leur sens, c'est l'inverse. Ce sont les techniciens qui font apporter de l'argent à l'hôpital avec les codes, qui font des réunions régulières avec les médecins pour qu'ils écrivent dans le sens où ça arrange les codes, en mettant notamment, par exemple, un diagnostic principal. Voilà, quand une personne rentre à l'hôpital, elle rentre pour des tas de trucs, et sauf que tout est résumé dans les statistiques hospitalières et dans les remboursements avec le fameux diagnostic principal. Et donc, même si personne n'en sait rien et qu'il n'y en a pas forcément un seul, ils poussent en permanence les médecins à en choisir un, à faire ce choix-là, même si ça n'existe pas dans la vraie vie, ce diagnostic principal. Mais non, il y en a toujours un parce qu'on a décidé, pour faire des stats et pour faire du remboursement, qu'il y en aurait un. Et donc, voilà, il faut un diagnostic principal à chaque séjour, mais en plus, il faut pousser les médecins à ne jamais oublier d'écrire, de bien décrire tout ce qui peut rapporter de l'argent à l'hôpital. Voilà, de bien trouver toutes les bonnes cases, parce qu'il y a des cases qui permettent de trouver dans quel GHM on se trouve. Il y a des GHM qui rapportent beaucoup plus que d'autres, donc il faut bien mettre les bonnes de façon à trouver le bon GHM, mais en plus, il y a des majorations selon ce qu'on a. Donc il faut bien, donc les DIM expliquent bien aux médecins en permanence, n'oubliez pas de mettre tout ce qui fait de la majoration, de façon à faire gagner plus d'argent à l'hôpital. Donc vraiment, on a un pouvoir le plus important de l'hôpital, qui est celui dont on ne parle jamais, qui est le technicien qui rentre le code et qui fait gagner de l'argent. Le pouvoir, il est là, il est invisible. C'est pas le médecin.
C'est le DIM qui a plus de pouvoir que le médecin dans ce qu'on va faire. Et son objectif est clairement de faire gagner de l'argent. Mais c'est de ça que vit l'hôpital, il n'a pas le choix. Un hôpital, pour pouvoir continuer à fonctionner, il a besoin de rentrer de l'argent de l'État. Et donc, sa manière de gagner de l'argent, c'est de déclarer des actes qui rapportent. Donc, il faut faire des actes qui rapportent et il faut bien tout codifier et choisir ce qui rapporte. Et donc là, on arrive au choix. Donc, vous voyez bien ici que la codification hospitalière, c'est financier, c'est pas médical. Donc, toutes les statistiques qu'on compte, ce sont des statistiques qui servent à de la finance et pas à du soin. Donc, c'est utiliser du coup les statistiques de l'OMS pour comprendre les maladies qui circulent. Ben non, on comprend les pathologies remboursées, mais pas du tout les maladies. Hein. C'est pas du tout le même objectif. Voilà, on comprend ce que déclarent les hôpitaux de façon à se faire mieux rembourser et pas la situation de santé d'un pays. Donc, c'est complètement dévoyé. Mais en plus, c'est très bien écrit dans l'article, la codification permet de gouverner l'hôpital. Puisque, donc j'ai dit, vous cochez des cases et à la fin, vous avez une GHM avec un petit algorithme. Mais les GHM, elles ne rapportent pas du tout la même chose d'un truc à l'autre. Et ce qu'explique très bien, du coup, une personne interviewée dans le cadre de cette enquête qui a été faite par Pierre-André Juven, c'est que c'est assumé que les gouvernements et l'assurance maladie choisissent volontairement de sur-rembourser certains actes et d'en sous-rembourser d'autres. Par exemple, ils veulent que les hôpitaux ne fassent plus d'hospitalisation sur place et donc ils sous-remboursent ça. Donc ils choisissent un prix de façon à forcer les hôpitaux à ne plus avoir d'hospitalisation sur place et à la place de faire l'hospitalisation à domicile. Les soins palliatifs aussi sont sur-remboursés. Ils l'expliquent de façon à mettre les gens en palliatif et donc à leur donner des sédatifs pour qu'ils se sentent mieux, etc. Ça, c'est sur-remboursé. Et donc, de ce fait, sans le dire et de manière insidieuse, en modifiant les prix, ils font que si l'hôpital choisit de soigner ses patients d'une certaine manière, il va perdre de l'argent et donc il va être en déficit, ça ne va pas aller. Donc, ils ont réussi à gouverner l'hôpital sans jamais passer par des médecins, sans jamais prouver médicalement que quelque chose est bien, mais juste en jouant sur les prix et en laissant faire. Voilà. Au bout d'un moment, les médecins et les patrons d'hôpitaux se rendent compte que faire tel ou tel truc, ça fait pas l'argent à l'hôpital et du coup, ils tiennent pas la route. Donc, ils abandonnent volontairement certains soins et puis pour en privilégier d'autres à la place. C'est bien un mode de gouvernance. On gouverne l'hôpital grâce à ça. Et on force les hôpitaux à faire certains actes ou à en déclarer certains. Donc, il y a des exemples qui sont dans l'article avec... on voit que selon, on peut choisir tel ou tel code de façon à se faire plus rembourser. Il parle d'une personne âgée qui tombe d'une échelle, qui s'est cassé la jambe, mais si elle est tombée de son échelle, c'est parce qu'elle a eu un étourdissement à cause d'un problème cardiaque. Du coup, vous avez une personne qui est à l'hôpital pour un problème cardiaque et qui s'est cassé une jambe. Ce qui sera déclaré à l'hôpital entre problème cardiaque ou cassage de jambe, c'est ce qui rapporte le plus. Voilà. Donc, c'est tout. C'est pas et donc, le diagnostic principal, c'est pas ce qui est arrivé à la personne. Il lui est arrivé deux choses à la fois. Elle est à l'hôpital pour deux raisons. Ce qui sera déclaré, c'est ce qui rapporte le plus. On sent venir l'affaire, là, Pierre. Vous sentez venir l'affaire, oui. Donc, il suffit, pour avoir des statistiques d'une pathologie, de faire qu'elle rapporte. Voilà. Vous mettez de l'argent en face d'un type de déclaration et tout le monde va la trouver. C'est tout bête. C'est ça qui se passe. Et donc, il y a un article intéressant, ça fait longtemps que... Donc, c'est écrit ici, c'est par Gérard Delépine qui a publié, où il explique que, par exemple, quand on fait du suivi oncologique, voilà, un patient qui a un cancer et qui a son traitement, on fait toute une batterie de tests sur le patient, parce que dès qu'on réussit à trouver une méchante bactérie, un staphylocoque qui se baladerait sur sa peau, au demeurant, tout le monde en a, en permanence, des staphy qui se baladent sur la peau, mais si jamais on en trouve un, on va pouvoir le codifier comme ayant une maladie infectieuse et plutôt que son séjour rapporte à l'hôpital 5 000 balles pour le suivi oncologique, il va rapporter 20 000 balles parce qu'il faut lui faire, alors on lui file 3 granules d'antibiotiques parce que voilà, au cas où pour traiter, quoi, mais on peut le déclarer en infectieux. Donc, tous les hôpitaux ont intérêt à barder de tests leurs patients de façon à voir s'ils n'auraient pas un truc qui traîne, de façon à pouvoir le déclarer. Et la maladie infectieuse, ça permet de surfacturer les séjours hospitaliers. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, quand on vous entendez, il y a une explosion des maladies nosocomiales à l'hôpital, non. Il y a une explosion des déclarations d'infections bactériennes ou même virales à l'hôpital. Pourquoi ?
parce que ça rapporte. Donc on cherche. Même si c'est pas pour ça que les gens sont venus à l'hôpital, on a tout intérêt à le déclarer. Donc le nombre de déclarations explose. Ça ne veut pas dire il y a une explosion des infections. Ça veut dire qu'il y a une explosion des comptages. C'est ça qu'on compte. On est en train de compter du financier. Et donc toutes les statistiques de l'OMS sur les soi-disant pathologies sont des comptages financiers qui comptent ce qui rapporte le plus. Point. Donc c'est ça qu'on est en train de faire. On n'est pas en Et en train plus, de... comme l'hôpital est sous-financé, comme on l'a montré, comme tu l'as montré avant, on est dans un cercle vicieux où ils doivent, pour survivre, jouer dans ce jeu, en fin de compte aussi. Oui, bien sûr, ils sont obligés de jouer dans le jeu. Et puis, comme je le montrais, c'est très important le fait que ce soit pas le médecin qui code. Parce que sinon, le médecin le saurait. Donc, c'est bien pour ça qu'il y a une séparation industrie. Ben, c'est l'expérience de Milgram, où il y en a plein. Il faut séparer au maximum les processus et que ce ne soit pas les mêmes gens, de façon à ce que les gens ne puissent pas se rendre compte de la fraude globale. C'est pour ça que l'ensemble des activités sont séparées. Et c'est très important. Passons maintenant à la grippe pour savoir comment ça marche. Donc, on a vu que la grippe, ce qu'on appelle grippe, en tout cas, on le relie au fait que tous les hivers, pendant les périodes de froid, il y a des hausses de décès. Et donc ça, c'est d'aussi loin qu'on remonte en données. Au moment où je reviendrai exactement plus tard dans une autre vidéo pour montrer que c'est exactement quand il fait froid. Et que même sur ce qu'on appelle des infections ou bien ce qu'on appelle des épidémies, des choses qui circulent, voilà, j'apporterai quelques précisions sur ce qu'on sait mesurer. Et on y reviendra en détail. Mais voilà, donc l'hiver, il y a du froid, etc. Et pendant ces périodes-là où il y a plus de gens qui décèdent que d'habitude, eh bien, on déclare grippe. Ça, c'est assez net. Et on déclare grippe dans un contexte où on a du froid. Et il y a l'assurance maladie qui dit qu'en permanence en France, il y a plus de 3,5 millions de personnes qui sont prises en charge pour maladies respiratoires chroniques. Donc, le réservoir de personnes qui, en France, souffrent d'infection, pas d'infection, mais souffrent d'affection plutôt, souffrent de difficultés respiratoires tout le temps, c'est 3,5 millions. Donc, c'est-à-dire que dès qu'il arrive un événement, quel qu'il soit, par exemple du froid, même du pollen au printemps, plein de choses, le réservoir de personnes qui sont en difficulté, sur lesquelles on va pouvoir compter telle ou telle chose, il est colossal. C'est 3,5 millions. Pour beaucoup, il y en a beaucoup de personnes âgées dedans. C'est ça, les difficultés respiratoires, c'est quelque chose de chronique tout le temps. Il y en a beaucoup, en particulier chez les personnes âgées. Et donc, dès qu'il arrive un événement, eh bien, ces personnes-là se retrouvent en difficulté. Donc, c'est bien ça qu'il faut avoir en tête. Bon, juste 2 secondes. Je vous invite à vous rappeler tous le scandale de la grippe H1N1. C'était en 2009. Voilà, on annonce qu'il y a une épidémie de grippe A qui serait la même que la fameuse grippe espagnole, qu'elle allait tuer tout le monde. C'était les mêmes. Donc Ferguson en Angleterre, modèle, tout le monde va crever. Antoine Flau en France, tout le monde va crever. Voilà, avec Roselyne Bachelot qui achète des tonnes de vaccins pour vacciner tout le monde, machin truc. Bon, la panique prend pas. Les médecins continuent de faire comme d'habitude, c'est-à-dire de recevoir les petits vieux en consultation qui viennent pour ce qu'on appelle grippe, soignent, font, voilà, il se passe rien, confine pas, personne n'a envie d'aller se faire vacciner pour un truc qu'on appelle grippe, et donc ça fait pchit. Et il se passe rien. Comptage officiel du nombre de morts à la fin, 512, je crois, pour quelque chose qui devait décimer l'humanité. Donc, la grippe A, ça a été une tentative d'utiliser la fameuse peur avec la grippe, les comptages grippe, en faisant peur à tout le monde pour mettre en place exactement ce que nous avons vécu sur le Covid. Sauf que là, pour la grippe H1N1, on a un rapport du Sénat français qui dit très clairement que c'est une arnaque complète, du début à la fin, avec des gens qui essayent de faire peur, des vaccins où c'est écrit qu'ils servent à rien. En particulier, c'est écrit dedans que les vaccins contre la grippe, il faudrait quand même se poser la question de savoir si ça sert à quelque chose. C'est écrit dans noir sur blanc, il y a tout. Et donc, c'est intéressant de voir que ces statistiques grippales on a essayé en tout cas de les faire parler d'une certaine manière pour faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire déclencher une panique, mettre des masques partout, fermer tout, et puis piquer la population. Voilà, c'est écrit noir sur blanc, vous pouvez lire l'efficacité clinique des vaccins antigrippaux est, au mieux, considérée comme incertaine. Au mieux, voilà. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas noir sur blanc que ça marche pas, mais tout le monde le pense quand même. Donc c'est officiel, le rapport du Sénat, voilà, toujours en ligne.
Et donc la grippe, comment ça se passe? Ben voilà, vous avez vu que l'hiver, il y a tout un réservoir de personnes qui est en difficulté respiratoire tout le temps, et en hiver, ils sont plus mal que d'habitude. Et donc là, on va utiliser les codes de façon à coder grippe. Vous avez les personnes qui arrivent en difficulté respiratoire, on a du code grippe. Et donc le code grippe, la codification des infections respiratoires en grippe, ben, ça permet de compter beaucoup de grippe. Voilà. Compter beaucoup de grippe, ça permet de dire que la grippe c'est grave. Dire que la grippe c'est grave, ça permet de compter beaucoup de grippe. Ça permet de dire qu'on a raison de codifier les malades en grippe, parce qu'il y en a beaucoup, que c'est grave, etc. On est sur un cercle avec un biais de confirmation. Tout ça, c'est circulaire. Hein. Plus on compte de grippe, plus on compte de grippe. On tourne en rond, ouais. On tourne en rond. Mais alors là, il y a un petit papier qui est intéressant, qui a été écrit par ça c'est le CPDC, je crois, Santé publique France, où ils se sont amusés, on va dire. Ils ont regardé toutes les fameuses statistiques grippe, des morts grippe tous les ans. Et puis, ils ont regardé si la grippe, c'était diagnostic principal à l'hôpital ou diagnostic secondaire. Et ils se sont rendus compte que, contrairement au résultat précédent et ce qui a été dit, ce qu'on appelle grippe, c'est en fait un diagnostic secondaire de l'hôpital. C'est-à-dire qu'on a des personnes âgées qui rentrent à l'hôpital, qui décèdent, notamment l'hiver, et puis on les code grippe, mais grippe, on les code grippe alors que c'est pas pour ça qu'elles sont venues et c'est pas pour ça qu'elles sont décédées. Il y a tout un tas de trucs. Alors on peut appeler ça comorbidité ou appeler ça finalement autre raison de décès. Sauf que tout le monde met grippe parce que tout le monde met grippe. Et parce qu'on a dit que l'hiver, c'était la grippe. Donc, c'est ce qu'on montre pour la grippe, finalement, c'est que c'est pas ça qui tue les gens et qu'on en compte beaucoup parce qu'on considère que c'est grave. Oui, donc il y a une surévaluation des chiffres. Tu veux dire par là qu'il y a souvent une surévaluation des chiffres de mortalité liés à la grippe déjà avant? Mais on sait même pas ce qu'on appelle lié à la grippe, en fait. Encore une fois, on peut regarder ce qu'on a dit sur les fameux tests PCR, qu'est-ce qu'on est en train de compter. Ouais, c'est ça. On a des gens qui meurent l'hiver, ceux qui ont une infection respiratoire l'hiver, on dit que c'est grippe. Mais on fait que dire que c'est grippe. Et donc, tout le monde s'auto-satisfait et puis se tape dans le dos en disant on sait de quoi meurent les gens, on sait qu'on meurt de ces grippes. Alors qu'en fait, les gens, ils ont des infections respiratoires tout le temps et c'est plus grave l'hiver, quand il fait froid. Et on reviendra dessus. Et donc voilà, mais voilà, tout le monde compte grippe. Mais tout le monde compte grippe parce qu'il y a des codes grippe. Et c'est l'OMS qui fait les comptages grippe. Et qui dit de coder tout en grippe. Donc il y a des codages grippe. Et notamment l'OMS tient les codages. L'OMS tient le codage qui permet de faire des jolies statistiques grippe. Des jolies statistiques grippe pour dire aux politiques, attention, la grippe c'est grave. Il faut donc des vaccins. Donc les politiques utilisent donc notre argent à nous pour acheter plein de vaccins auprès de Big Pharma, parce que l'OMS a dit que la grippe c'était grave et que Big Pharma a dit j'ai des vaccins sûrs et efficaces, dont le rapport du Sénat dit il serait peut-être temps de me le montrer. Et Big Pharma, lui, finance l'OMS, qui peut continuer cette stade grippe, et Big Pharma aussi finance les politiques en disant voilà, vous avez bien travaillé, les gars, voici un petit paquet, on va trouver des bonnes places. Voilà, donc en fait, ça c'est tout un système aussi circulaire d'argent qui circule, et voilà, on est entre gens de bonne facture, tout ça, c'est juste de l'amitié, c'est le grand amour des humains les uns avec les autres qu'on voit, avec au passage des petits billets. Mais c'est ça qui est en train de se passer dans le comptage grippe, finalement. Donc, si on a compris comment ça marchait pour le comptage grippe, on peut regarder ce qui s'est passé depuis 2 ans avec le comptage Covid. Et donc là, ce qui doit nous mettre la puce à l'oreille, très tôt, donc là, on est en mai 2020, il y a le syndicat CGT Action Santé Sociale qui publie une tribune en disant, qui publie une note, en disant c'est quand même un peu bazar ce qui se passe avec les codes. Donc voilà, il faut se rappeler que tout ça, ça démarre de codes qui sont bien choisis. Et là, il s'est passé un truc assez exceptionnel et pour la première fois dans l'histoire des codes, c'est qu'avec cette crise Covid, l'OMS a mis en place ce qu'il a appelé des codes d'urgence. Donc, c'est-à-dire qu'on a les codes de la CIM10, voilà, qui sont codés d'une certaine manière. Et là, d'un coup, l'OMS dit attention, attention, maintenant, utilisez plus les codes, utilisez les fameux codes d'urgence. Et donc, c'est les codes en U07. Donc, le technicien DIM, dès qu'il voit un malade avec une infection respiratoire déclarée par le médecin, eh bien, il met son petit code, son nouveau code spécifique U07. Et U07, ça permet de se faire classer, non plus dans grippe ou dans symptômes inconnus, mais dans ces GHM-là. Voilà. Donc, dès que le DIM, a une fiche patient et se dit, ça vaut le coup de mettre U07, ça va permettre d'avoir un remboursement de ces choses-là. Un remboursement de ces choses-là, au bout de la GHM, là,
qui sont, voilà, on y reviendra après, mais c'est juste pour dire à la fin dans le papier de la CGT, ils écrivent bien que les fameux codes utilisés pour soi-disant décrire les maladies, tout le monde sait, dans ceux qui se sont posés la question, que globalement, c'est un gloubi-boulga qui mélange tout. Et là, il parle de la Covid-19 et les nouveaux codes de la Covid-19, ça permet de mélanger la Covid-19 avec l'abcès vivien du poumon, la peste pulmonaire, la coqueluche, la pneumopathie de la varicelle, la rougeole, la toxoplasmose, les candidoses, le SRAS, machin, truc. Voilà, donc tout est mélangé avec ici avec le nouveau code, pardon, si je vais reprendre, ici avec le nouveau code U07, ça permet de faire rentrer tout ce qu'on va dire que c'est Covid, mélangé avec tout le reste, sans pouvoir les distinguer. Et donc, ça nous permet de rentrer dans les GHM qu'on a dit, c'est-à-dire on met le code Covid et à la fin, ce que va l'acte médical qui sera remboursé, il a un certain prix. Ce prix-là, tout le monde peut télécharger les prix des remboursements de français, en tout cas sur les remboursements par activité, c'est sur le site de la TIH. Vous avez en face de chaque code combien ça rapporte à l'hôpital. Et donc, si vous avez mis si le technicien, il a coché la petite case code d'urgence U07, soupçon Covid, hein, on a une personne qui tousse, eh bien, ça permet à l'hôpital de se faire rembourser avec ce code-là, le 04 M071, infection et inflammation respiratoire, qui est remboursé 2208 €. Alors que s'il laisse le banal grippe qu'il y avait avant, c'est que 1007 €. Donc, le code d'urgence, quand on le met, il permet de doubler ce que rapporte le patient à l'hôpital. Et donc, même si on n'a aucune idée de ce qu'a le patient, parce que globalement, il tousse et il a un problème au poumon, on va cocher le petit code d'urgence de façon à gagner le double. Ça, je ne l'ai pas mis, mais c'est même écrit partout. Normalement, il y a un code Covid, Covid confirmé par test U071 ou soupçon Covid U072. Et l'assurance maladie a dit à tout le monde, non, en cas de soupçon, c'est tout le monde U071 Covid confirmé. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont fait passer le message aux hôpitaux. Vous avez un soupçon en qu'un type qui tousse qui n'est pas bien, eh bien, vous le codez en U07 urgence et vous êtes ici doublé avec le tarif. Donc, tout le monde a intérêt de le faire. Ça coûte rien, c'est bien vu et ça fait doubler le remboursement hospitalier. Et donc, il se passe un truc, mais ça, c'est général, hein, il se passe un truc très intéressant. Dès le début de l'histoire, il y a même le réseau Sentinelle là, qui est censé compter les malades et savoir ce qu'ils ont. Ils annoncent dès le début de l'histoire Covid, avant tout ce qu'on appelait les syndromes grippaux. Donc, c'est-à-dire tout ce qui était déclaré par les médecins, sans test, une fièvre, de la toux, etc. En fait, avant, c'était syndrome grippal. Maintenant, on dit c'est plus la grippe, hein. Ce sont les infections respiratoires aiguës. Voilà. Donc, c'est-à-dire que avant, c'est ce que je vous disais, on a tout le temps des gens qui ont des problèmes respiratoires en France. L'hiver, ils en ont plus quand il fait froid. Avant, on appelait ça grippe. Voilà, tout était codé en grippe parce que c'était la façon de faire. Dès 2020 arrive l'histoire Covid. On dit oulala, maintenant on dit plus que c'est grippe. On dit que c'est infection respiratoire. Et puis, ce qui va permettre ensuite de pouvoir le coder Covid. Parce que si on a déjà dit que c'était grippe, on ne va pas pouvoir dire que c'est Covid. Et ce qu'on voit dans les résultats, toujours sur le réseau Sentinelle, c'est qu'à partir du moment où on a dit attention, s'il tousse, il a de la fièvre, c'est plus grippe, on met infection respiratoire et puis ensuite on peut coder sa grippe, regardez ce qui arrive à la grippe. À partir du moment où on dit c'est plus grippe, la grippe disparaît. Voilà. Donc là, on est en 2020 et donc pendant une saison, la saison où on a dit voilà, si on a des papis qui toussent violemment, c'est surtout pas de la grippe, c'est peut-être de la Covid, et il y a pas de grippe. Et tout a été compté en Covid. Donc là, ce qu'on observe, c'est du comptage. On ne compte plus en grippe, on compte en Covid. Donc en fonction de... tu montres vraiment bien qu'en fonction de la manière dont ils comptent, ça fait le réel qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Exactement. Et là, du côté des médecins, de toute façon, dès le début de cette histoire, on a dit que quand un médecin il recevait une consultation, s'il pensait que la personne en face de lui, c'était Covid, il avait une majoration de 30 €. Donc, les médecins n'ont plus soigné de grippe, ils ont soigné des Covid avec une majoration à 30 €. Alors, je dis pas qu'ils ont mal soigné, mais quel intérêt pour un médecin, quand on a une personne qui a de la fièvre et qui tousse, de le déclarer en grippe plutôt qu'en Covid, sachant que la différence par consultation, c'est 30 €. Voilà, c'est ça qui s'est passé.
Ouais, Donc c'est on voit que énorme. l'hôpital est plus remboursé, a déclaré du Covid partout sans confirmation, et que du côté des médecins aussi. Alors maintenant, même s'il faut un test PCR pour Covid, on ne s'étonne pas que les médecins réclament un test PCR Covid avant la consultation pour être sûr d'être bien en train de diagnostiquer du Covid et avoir 30 balles de plus. C'est ça qui est en train de se passer. Les statistiques ne sont en aucun cas le reflet de ce qui se passe d'un point de vue santé, ils sont le reflet de ce qui se passe d'un point de vue financier et remboursement. Toutes les statistiques qu'on voit proviennent de décisions administratives qui ont attrait à du financement et pas du tout à de la santé. On n'est pas en train d'analyser des écrits libres de médecins qui sont en train de dire exactement ce qu'ils ont vu et ensuite de réfléchir avec ça. On est en train d'analyser du fric, de la décomptage qui servent à rembourser des gens, des médecins ou des hôpitaux. Donc c'est très différent et les statistiques, c'est ça. Alors si on va dans le détail ce qui s'est passé dans les hôpitaux, ici vous avez donc, ça ce sont les GHM qui servent à se faire financer. Donc là, depuis 2018, 19, 20, 21, là, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout ce qui est bronchite, pneumonie, bronchopneumopathie, etc., œdème, les hôpitaux ont arrêté de les déclarer à partir de 2020, mais qu'à la place, ils se sont mis à déclarer énormément tout ce qui a trait au code d'urgence Covid. Le Plus code d'urgence 93%. Covid, il est balancé là, là, là et là, sur des choses qui rapportent beaucoup plus. Et donc ça, on a une explosion infection et inflammation respiratoire âge supérieur à 17 ans. Hein. Voilà, explosion, on était à 50 000 par an, on passe à 300 000 ici. Donc ça, c'est code d'urgence Covid. Mais qu'à la place, en France, il n'y a plus de bronchite, il n'y a plus de pneumonie, il n'y a plus de bronchopneumopathie, il n'y a plus d'œdème pulmonaire, il n'y a plus de maladie pulmonaire interstitielle, il n'y a plus de bronchiolite, tuberculose, pneumopathie, il n'y a plus de grippe. Voilà. Mais il n'y a pas plus d'infection respiratoire. Il y a un transfert. Tous ces malades-là sont transférés grâce au code d'urgence qui code rien, où il n'y a même pas besoin même de vérification PCR, même si on a vu que ça ne servait à rien parce que ça ne montrait rien du tout. Mais voilà, tout peut être balancé là-dedans de façon à avoir un remboursement qui est meilleur. Donc on observe bien un transfert. Et sur la totalité, voilà, on est à 1 million. On a une hausse légère de personnes qui sont hospitalisées, mais on pourrait encore se poser la question pourquoi, et on se posera la question pourquoi après, une hausse de séjour. Notamment si on dit n'allez plus voir votre médecin traitant, mais allez à l'hôpital, on ne s'étonne pas d'avoir un peu plus de monde à l'hôpital, hein, c'est normal, pour ces choses-là. Et du coup, ce qu'on voit en revanche à l'intérieur, c'est un transfert de toutes les maladies pour gagner des sous. Et dernière petite chose, il y a le plan, enfin, au début, ce qui a lancé la politique hospitalière Covid, il y a eu le plan Orsan-Reb au début qui a défini quels hôpitaux avaient le droit d'accueillir et donc de se faire rembourser la Covid. Et il y en avait un nombre restreint. Et donc voici donc les infectiologues responsables de ces établissements qui reçoivent la Covid. Et j'ai mis en rouge les médecins qui sont dans le top 13 des médecins qui ont reçu le plus d'argent de la part de Big Pharma. Et donc, de ces dernières années, ça a été publié par Le Monde notamment. Et donc, on s'étonne d'en trouver quand même 6 sur les 13 qui sont là-dedans. Donc, ceux qui comptent le plus de Covid, eh bien, ce sont aussi ceux qui ont reçu le plus d'argent de Big Pharma. Et une petite exception en vert, Yazdan Pana, qui fait partie du Conseil scientifique français, donc ceux qui conseillent le gouvernement aussi. Donc, ça fait quand même un paquet de bonhommes à l'intérieur qui sont mouillés jusqu'au cou, soit avec Big Pharma, soit avec le gouvernement. Bon. Donc il faut vraiment retenir ça. Voilà. Toutes les statistiques hospitalières sont déclinées et représentent l'argent. Ce sont pour des questions financières qu'elles sont mises en place et donc représentent l'intérêt des hôpitaux à déclarer des choses. Et ça n'a rien à voir avec de la santé. Donc c'est pas ça qu'on est en train de compter. Donc les statistiques de l'OMS montrent les intérêts financiers des hôpitaux à déclarer des trucs. Donc on peut rien déduire sur ce qui se passe au niveau de la santé des pays en utilisant ces stats. Et depuis le code d'urgence Covid, tout le monde rentre dans le code d'urgence Covid parce que ça rapporte plus. Voilà, c'est ça qu'on est en train de montrer. Et donc on est bien sur une fraude, une arnaque qui a été montrée par quelqu'un qui est spécialiste des bidouilles au sein des comptes financiers des entreprises. On est sur une bidouille au sein des comptes financiers des hôpitaux. C'est ça qu'on est en train de montrer. Donc, ouais. Ce qui est fantastique
c'est que tu décortiques vraiment la situation et tu arrives à montrer qu'il n'y a pas de complot. C'est un type de... On pourrait quand même penser que c'est tellement gros, mais qu'en décortiquant, tu te rends compte que c'est un type de fonctionnement qui amène à un résultat qui est favorable, évidemment, toujours au monde de la finance, mais qu'ils ont, c'est ce que tu disais aussi, par exemple, pour l'hôpital public, c'est plus compliqué que uniquement une destruction programmée de l'hôpital public pour favoriser le privé. C'est plus une colonisation de l'hôpital public par les intérêts privés. Et on le voit bien là, tu montres bien que voilà, ils ont fait ce qu'ils voulaient de l'hôpital public en leur obligeant à utiliser certains codes. Mais bon, l'OMS est quand même là toujours derrière. Et il faut quand même penser à un moment donné qu'il y a des gens qui savent ce qui se passe et qui comprennent très bien qu'en utilisant les intérêts financiers, les médecins qui vont déclarer ça, l'hôpital public qui est en train de mourir et qui doit, pour survivre, mettre Covid plutôt qu'autre chose, ils savent très bien qu'ils vont le faire et que ça leur profitera. Il y a quand même derrière sans doute des cabinets d'audit pour faire ces codes-là. Je pense à McKinsey ou des trucs comme ça, mais... C'est la vidéo 9, dévoile pas tout. Oui, on en reparlera. Ce qu'on observe, c'est finalement, en fait, on observe l'industrialisation de la santé. La santé passe sous un mode industriel où on saucissonne les différents morceaux, chacun pour gagner du pognon, avec personne qui se parle, personne qui est responsable de l'ensemble, de façon à maîtriser chacune des parties du processus. Et au bout, l'objectif final, c'est de gagner du pognon. C'est bien, on est en train d'industrialiser la santé. Il y a un truc que j'ai pas dit sur le code d'urgence, il faut que je le rajoute parce que c'est cocasse. Donc non seulement il y a beaucoup de pays, la Belgique aussi, la Belgique qui a dit la même chose, je l'ai pas montré à l'écran, c'est dommage. Code d'urgence, si jamais vous n'êtes pas sûr que c'est Covid, vous utilisez le code d'urgence U0701 disant que c'est sûr. Donc, vous n'utilisez pas le 2 qui dit que c'est pas sûr, mais vous utilisez le 1, que le 1, pour dire que c'est un certifié Covid. C'est écrit noir sur blanc. Ouais, ça, tu m'enverras, ouais. Donc ça, c'était intéressant. Et en plus, en octobre, avec voilà la fameuse nouvelle vague Covid, nouveau code d'urgence octobre 2020, vous mettez Covid si vous pensez que la personne que vous en face de vous a eu le Covid avant et que c'est une suite. Donc, donc elle a un test négatif. Donc, le papy rentre à l'hôpital, il a une détresse respiratoire, il a un test négatif, mais vous lui faites dire qu'il a eu le Covid en février, vous pouvez mettre Covid. C'est suite Covid. Voilà. Donc, tout est Covid, même quand vous ne l'avez pas. Ouais, ce qui sans doute aussi crée le narratif du Covid long. Oui. Alors même s'il y a ils ont mis d'autres symptômes derrière, mais tout ça, ça fait compter. On est en train de faire du comptage hospitalier avec des codes pour gagner du pognon. Oui, il faut mettre Covid tout le temps. Quand il n'y a pas de test, c'est Covid sûr quand même. Quand il y a un test, c'est Covid sûr. À partir d'octobre, il y a un test négatif, mais c'est du Covid d'avant. donc c'est Covid quand même. Donc là, voilà, il y a à peu près, on peut faire absolument ce qu'on veut. Et en France, je veux dire encore une fois, il y a 3,5 millions de personnes en détresse respiratoire chez les personnes âgées, notamment beaucoup. Donc, quand vous avez une personne âgée à l'hôpital, il y a la probabilité qu'elle soit en détresse respiratoire, elle est énorme, puisqu'en fait, il y en a plein, tout le temps, partout, des gens comme ça. Et donc, tous ces gens-là, on peut leur mettre une case Covid. Voilà, point. C'est ça qu'on est en train de vivre. Et probablement quelque chose de plus grave, c'est qu'en plus, on va la traiter d'une certaine manière en considérant qu'on ne peut pas la sauver, qu'il n'existe pas de traitement, sans jamais avoir prouvé quoi que ce soit. On est en train de la codifier Covid et de dire qu'elle est Covid quoi qu'il arrive, et donc on la fait rentrer dans le bon protocole, le protocole Covid, à savoir, il n'existe pas de traitement, on ne s'occupe pas de vous. C'est ça qu'on est en train de faire. Tu fais bien de le dire parce qu'au fait, derrière tous ces chiffres et cette manière dont ils ont en quelque sorte menti ou fabriqué une réalité, il y a des individus qui ont certainement été traités de manière inadéquate et en tout cas ont souffert. Nous, on a eu pas mal de témoignages de personnes à l'hôpital qui, non vaccinées ou en tout cas traités Covid alors qu'ils ne l'avaient pas, étaient totalement délaissés ou maltraités, quoi. Oui, et puis qu'est-ce qu'on appelle, vu ce qu'on a vu là dans la vidéo précédente, qu'est-ce qu'on appelle avoir Covid? Ouais, c'est ça aussi, en plus. Qui permet pas de détecter le moindre truc de manière certaine avec une chaîne dont on n'a jamais prouvé la pathogénicité. Enfin,
qu'est-ce qu'on appelle un malade Covid? Vu qu'on peut mettre absolument tout et n'importe quoi et que les tests n'ont pas le moindre rapport avec les malades, puis je vais leur dire une fois, les statistiques montrent qu'il y a toujours plus de fameux asymptomatiques que de symptomatiques chez les positifs. Donc, il n'y a même pas de lien statistique. C'est comme si on faisait lancer un dé aux gens pour l'instant. On n'a pas réussi à prouver qu'il y avait un lien. Il faudrait quand même prouver que ce test est censé montrer quelque chose. Moi, je veux bien qu'il montre qu'il y a une chaîne ARN quelque part, à condition de le faire bien. Mais il faudrait peut-être prouver que cette chaîne ARN a un quelconque rapport avec une maladie. Voilà. Et ça c'est le niveau de preuve sur la pathogénicité qu'on n'a pas pour l'instant. Ouais. En tout cas, c'était éclairant aujourd'hui. C'est incroyable, il faudrait que tout le monde voit ça, il faudrait que tout le monde entende ça, parce que ça montre bien comment ils ont fabriqué ce réel pour en arriver quand même à une situation, ça tu viendras plus tard, sur les mesures politiques qu'ils ont prises et qui ont été bien pires. Oui, mais il faut se rendre compte du nombre de gens qui ont participé, parce que Ouais, c'est ça aussi, évidemment. dire aux médecins aujourd'hui, tous ceux qui ont déclaré des Covid et qui ont eu leurs 30 balles supplémentaires à chaque fois, les gars, quand même, vous voyez ce qui s'est passé, vous avez participé. Même il y a des gens de notre côté, des médecins qui ont soigné des gens, mais qui ont déclaré Covid en disant qu'ils soignaient Covid, même s'ils ont fait le soin habituel, ils ont déclaré Covid, ils ont eu leurs 30 balles. Donc, s'avouer aujourd'hui que tout ça, c'est du comptage administratif et financier, c'est pas simple. Il y a beaucoup de monde qui a joué. Dans les personnels hospitaliers, il y en a beaucoup qui ont joué et qui jouent encore et qui vont pas vouloir voir ce qui est en train de se passer d'un point de vue de prise de contrôle et que tout ça, c'est du comptage financier. Du côté des médecins, c'est pareil partout. Je n'ai même pas commencé à parler des tests et du pognon qui est fait sur le nombre de tests réalisés. Donc, ça fait tout de même une profession qui ne vit maintenant que de ça, que ce soit les pharmaciens ou même les médecins qui les font, et puis tous les labos qui ne vivent que de ça. Après, on va pouvoir parler ensuite de tous les gens qui ont reçu du pognon, ou même tous les malades aujourd'hui. Voilà, il paraît qu'il y a une épidémie, il y a plein de monde qui va se faire tester. Et la Covid, c'est la seule maladie en France, en tout cas, c'est probablement pareil partout, où si vous avez un test positif, vous avez rien, vous gagnez une semaine de vacances. C'est-à-dire que vous êtes déclaré malade et vous n'avez pas de, comment ça s'appelle, de jour de carence. Normalement, quand on est malade, il y a 3 jours sur lesquels on n'est pas payé. On n'est pas remboursé par l'assurance maladie. Mais si c'est Covid, c'est bon. Donc, c'est le seul cas. Vous n'avez pas de symptômes, vous n'avez pas de fièvre, vous n'avez rien, mais vous avez droit à un test positif parce qu'en ce moment, c'est 30% de positivité chez tout le monde. Vous avez une semaine de vacances gratuite. C'est un peu ça, les vacances arrivent, là. Il y a plein de... Mais en plus, avec tout le monde qui s'appelle en se disant oh là là, c'est très grave ce que j'ai la Covid. Oui. Ouais, t'as quoi Est-ce que t'as réussi à remplir un mouchoir depuis le début avec des larmes de crocodile? On en est là. Enfin, donc, et tout ça, c'est de la corruption systémique où finalement, le nombre de personnes qui participent à l'histoire en y gagnant quelque chose, du pognon ou même des aides de l'État à certains moments, des vacances, quoi que ce soit, le fait de se faire plaindre pour avoir eu quelque chose, et c'est colossal. Et donc, il y a un nombre de participants qui est complètement fou. Et donc, est-ce que les gens qui participent seraient capables de se dire oui, en fait, tout ça depuis le début, finalement, est-ce que ça tient la route? Est-ce que tu penses qu'en 2009, avec H1N1, la grippe A, est-ce que tu penses que le social, le terrain n'était pas prêt? Le terrain était moins prêt et puis ils n'ont pas réussi à créer. Alors, ils ont utilisé le mot grippe, qui est le mot que tout le monde connaît et tout le monde fait ouais, c'est le mot d'habitude, du coup ça fait pas peur. Et donc les médecins se sont dit bah oui, grippe, je connais aussi, je vais soigner comme d'habitude, je vais pas me laisser faire. Et puis ils ont pas fait ils ont pas matraqué le truc qui a tout démoli, qui a lancé l'histoire, qui sont les confinements. Les confinements, il y a pas de mort avant le confinement. Sur les courbes de mortalité là qu'on a vu, la hausse de mortalité c'est post-confinement. On y reviendra. Et donc ils lancent le confinement avant qu'il se passe quoi que ce soit. Et donc le démarrage de la crise, c'est le confinement qui lance la stupéfaction, donc qui arrête tout, qui fout un bordel monstre. Et on verra les morts pendant le confinement. On en parlera de la mortalité pendant ce temps-là. On va aller en détail sur les chiffres qu'on a dessus. Mais donc voilà, c'est ça le traumatisme qui permet de lancer la totalité de ce qu'il y a ensuite. Pour moi, c'est ça. Et c'est ça qu'il n'y a pas eu en 2009. Le narratif, le nom, là, le coronavirus, le nom, ouais. Les histoires en Chine, tout ça. Donc bon, bref, il y a tout un tas d'images qui ont été faites et de bordel
qui a été montré, mais ça, les médias font tout le temps ça, de faire peur avec tout n'importe quoi. Mais je pense vraiment que voilà, la rupture, ce qui n'a jamais eu lieu, c'est ça. C'est le confinement qui donne une réalité. On parlait des chiffres qui donnent une réalité. Le confinement donne une réalité à la crise. Il n'y a pas de hausse de mortalité avant. On ne voit rien dans les statistiques avant qu'il y ait ça. Et donc, la première des réalités, c'est le confinement. C'est la décision publique. Impatient de. C'est pas la prochaine encore, hein? La prochaine, je ne sais plus ce qu'on a prévu. Qu'on avait dit, je sais plus non plus. La prochaine, donc là, on est rendu au 4. Si je dis pas de bêtises. C'est confinement? Ouais, c'est possible. Je reprends mes anti-sèches. Hein. J'essaye d'écrire l'article tous les week-ends avant qu'on se voit. C'est bien ça. Ouais, je pense que c'est ça. Attends, je vais. Ouais. Désolé pour nos La internautes. 5, notre collègue a fait la miniature déjà. Ah oui, t'as raison, il y a la miniature. Ouais. Donc, si je reprends mon sommaire, nous sommes rendus à la vidéo 4. On va commencer par faire quelque chose d'autre. On va essayer de voir ce que c'est qu'un principe de contamination épidémique. Ah oui, c'est ça. Et on va voir si il existe même pas une preuve, mais une trace statistique que ça existerait quelque part. Il y a un moment. Une contamination, ouais. Voilà. Moi, j'ai bossé. Moi, je pensais que tout le monde savait et que c'était un résultat connu, démontré que voilà, si les gens étaient malades l'hiver, c'est parce qu'ils se contaminaient. Et donc, il y avait un principe de contamination qui était responsable du fait que les gens soient malades. Bon, alors il y a l'état de santé, tout ça, hein, la vieillesse, on voit bien que ce sont les personnes âgées qui décèdent d'abord, hein, de toute façon. Mais voilà, moi, au début de cette histoire, j'avais vraiment ce prisme. Et donc, à toute une partie en 2021, où quand le bordel a continué, alors je pensais qu'il allait s'arrêter, je me suis lancé à essayer de faire tourner les modèles épidémiques et même à essayer de comprendre et de voir la diffusion épidémique. Et il n'y a rien qui marche. Il y a rigoureusement rien qui marche. Et donc, ce qu'on va voir, je vous raconterai comment ça s'est fait. Mais après une discussion avec Denis Rancourt, il m'a dit c'est normal, on n'a jamais réussi à observer quoi que ce soit dans les stats. Et donc, j'ai tout repris depuis le début et je vais vous montrer. Voilà, moi, je suis reparti de la base. Est-ce que j'arrive à trouver ce principe de contamination épidémique quelque part dans l'histoire des statistiques qui sont à notre disposition? J'ai quand même 70 ans de données, hein. 70 ans d'hiver, tout ça. Et donc, je vais vous montrer les résultats que j'ai trouvés après plusieurs mois d'investigation sur le sujet. En tout cas, mille merci Pierre. Je trouve ça très important parce qu'on parle du Covid, mais on parle surtout d'autre chose. On parle de cette société qui a permis le délire dans lequel on est et un fonctionnement où tu creuses vraiment là où ça fait mal. Donc voilà. Mille merci. On se retrouve. On verra dans quelques jours. Oui, un autre midi probablement. Un autre midi. Voilà. Ceux qui nous suivent seront informés. Merci Pierre. Merci Alexandre.